Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une mission assez délicieuse, on peut le dire. Ah oui, le mot est bien choisi. On va essayer d'imaginer ensemble le menu de fête idéal pour la fin de l'année. Et pour ça, on a une sélection de sources vraiment fascinantes. Oui, on a un peu de tout. On a des articles sur les tendances, des recettes très traditionnelles aussi, des alternatives végétariennes aussi, et même une carte des vins pour lier le tout. Notre mission, si on l'accepte, c'est de piocher là-dedans pour composer un repas de Noël qui soit mémorable et qui ait du sens. Et c'est une excellente collection de documents parce qu'elle reflète parfaitement la tension créative qu'on vit aujourd'hui en cuisine. Comment ça, une tension? D'un côté, on a le poids des traditions, ce besoin de se retrouver autour de goûts qu'on connaît, de goûts familiers. Hmm. Et de l'autre, il y a cette envie d'explorer, d'innover, notamment avec le végétal. Et on va voir comment on peut tisser un menu qui arrive à réconcilier tout ça pour que tout le monde s'y retrouve. D'accord. Alors, commençons par le panorama général. On a une source, un article de Cisco, qui identifie une tendance de fond pour les fêtes de 2025. C'est la nostalgie culinaire. Oui, l'idée de retrouver des plats réconfortants, généreux. Le fameux plat du dimanche, mais en version Noël, quoi. Oui, et les exemples qu'il donne sont très très parlants. On parle de pot-au-feu de canette, de joues de bœuf à sang bourguignonne. Ou même d'un coulibiac de saumon, Hmm. ce grand classique russe. Exactement. Ce sont des plats qui mijotent, qui embaument toute la maison. C'est vraiment une quête de chaleur et d'authenticité. Mais attention, nostalgie, ça ne veut pas dire qu'on ressort les vieilles recettes de grand-mère sans y toucher du tout. Ah, et c'est là que ça devient intéressant. La source suggère justement de réveiller ces classiques. Par exemple, une joue de bœuf qui serait sublimée par quelques brisures de foie gras. Ou un pot-au-feu servi avec une purée à la truffe. Voilà, on garde l'âme du plat, mais on lui enfile son costume de fête. Et ce qui est malin, c'est que cet habit de fête n'est pas juste décoratif. Ajouter de la truffe, c'est pas seulement du luxe, c'est une saveur terrienne qui renforce le côté réconfortant du plat. L'innovation est au service de la nostalgie. Mais ce n'est pas la seule tendance. Non. L'article en pointe deux autres qui, à première vue, semblent aller dans des directions complètement opposées. Tout à fait. Il y a d'abord le trompe-l'œil, très inspiré par des chefs comme Cédric Grolet. L'art de surprendre, de créer un waouh visuel. Et l'autre tendance, c'est la montée en puissance du végétal. Oui, qui n'est plus un simple accompagnement, mais bien la star de l'assiette. Alors attendez, d'un côté, on a la nostalgie pure et dure, et de l'autre, le végétal qui explose et des desserts qui ressemblent à des sculptures. Est-ce que ça ne rend pas la préparation des menus complètement schizophrénique pour la personne qui reçoit? C'est exactement la question que posent ces sources. Ce qui est fascinant, c'est que ces trois tendances, elles dessinent le portrait d'un repas de fête paradoxal. On veut le réconfort du plat de notre grand-mère. Mais avec l'esthétique d'un chef étoilé pour Instagram. Et en plus, il faut que le cousin vegan se régale autant que l'oncle traditionnaliste. Le vrai défi contemporain, c'est de faire cohabiter tout ça à la même table. C'est une excellente synthèse du dilemme, hein. Alors, mettons-la en pratique. Commençons par le premier acte du repas, l'entrée. C'est là qu'on annonce la couleur. Et apparemment, la tradition est tenace. Ah ça oui. D'après les données de Coursesu, le foie gras reste le produit star pour 40% des Français. C'est énorme. Il est loin, très loin devant le saumon fumé à 18% et les coquilles Saint-Jacques à 10%. C'est un marqueur culturel très fort, mais c'est aussi un produit qui cristallise de plus en plus de débats. Oui, justement. Une de nos sources, l'article de Vegranola, aborde ce sujet de front, en questionnant la notion même de foie gras éthique. Oui, et c'est important de rapporter leurs arguments sans prendre parti. L'article explique que la production implique le gavage, ce qui cause une maladie, la stéatose hépatique. En gros, le foie de l'animal atteint jusqu'à 10 fois sa taille normale. Il est décrit comme un organe malade. Et la source va plus loin. Elle mentionne d'autres pratiques de l'industrie, comme l'élimination des canetons femelles, jugés non rentables, ou la mutilation du bec des mâles. La conclusion de l'article est sans appel. Pour eux, un foie gras éthique ne peut pas exister. C'est une perspective qui gagne en visibilité et qui amène beaucoup de gens à chercher des alternatives. Justement, pour ceux qui souhaitent explorer d'autres pistes, que ce soit par conviction ou par simple curiosité, qu'est-ce que nos sources proposent? J'ai vu qu'il y avait une explosion de créativité. Absolument. Côté végétal, il y a bien sûr le faux gras. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus cuisinées. Le site Pour de Bon propose par exemple un pâté végétal aux champignons et à l'œuf qui a l'air très gourmand. Ah oui.
On voit aussi des idées plus légères, plus colorées. Un tartare de betterave au chèvre frais, des panna cottas salés aux chèvres et curcuma. On sort complètement du mimétisme pour créer de nouvelles saveurs. Et si on veut rester sur des saveurs marines? Là aussi, les options sont vastes et élégantes. Un carpaccio de dorade aux agrumes, un tartare de saumon bien assaisonné. Ouais, Les incontournables coquilles Saint-Jacques? Juste snacker, c'est parfait. L'entrée, c'est vraiment le moment où on peut affirmer une direction. On peut jouer la carte du classique gourmand, de la légèreté marine, oui, de l'audace végétale. Et cette créativité, ça prépare magnifiquement le terrain pour le plat principal. Et là, on assiste à une véritable confrontation, le choc des titans. D'un côté, le monument de la tradition, le chapon farci. On a une recette de la maison Victor pour une farce qui semble être la quintessence de la gourmandise. chair à saucisse, marron émietté, échalote, persil, thym. Ça peut paraître un détail, mais c'est absolument crucial. C'est la police d'assurance contre le chapon sec que tout le monde redoute. La source insiste bien dessus. La farce, elle n'est pas juste là pour le goût. C'est elle qui va hydrater la volaille de l'intérieur et garantir son moelleux. C'est un vrai savoir-faire. Et donc, face à ce monument, les sources proposent des alternatives végétariennes qui ne sont pas juste des... Des légumes d'accompagnement améliorés. Exactement. Le blog Pour de bon est une mine d'or. On y trouve des idées comme le Wellington aux champignons et lentilles. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette sorte de pâté en croûte végétale très spectaculaire à la découpe. C'est un plat très festif. Il y a aussi des propositions comme le risotto à la truffe noire et fromage de brebis qui cochent toutes les cases du luxe et de la gourmandise. Mais la recette qui m'a le plus surprise, c'est la plus simple en apparence. La patate douce rôtie. Oui, elle est géniale. Des cubes de patates douces rôties avec des pois chiches pour le croquant, de l'oignon rouge, du paprika fumé. Et le détail qui change tout, une sauce au tahini, cette crème de sésame. Ce n'est pas la première saveur à laquelle on pense pour Noël, non? Mais ce mélange de douceur, d'épices et la richesse du sésame, ça a l'air incroyable. Ça crée un plat complet, riche en texture et en saveur. Et ça illustre parfaitement la tendance de fond. Les légumes ne sont plus des simples figurants, ils prennent le pouvoir. Ce sont des plats pensés pour être délicieux en eux-mêmes, mais aussi visuellement très attractifs. On joue sur les couleurs, les contrastes. C'est une cuisine végétale totalement décomplexée. Une fois qu'on a navigué entre ce chapon monumental et cette patate douce surprenante, il faut un final à la hauteur. Et en force à Noël, le final, c'est forcément la bûche. Évidemment. On a une source qui propose une recette de bûche au chocolat décrite comme facile et infaillible. Et elle livre un secret technique qui m'a l'air crucial. Ah, le fameux roulage du biscuit. C'est le moment où beaucoup de cuisines se transforment en scène de crime pâtissier, avec un gâteau fissuré de partout. La bûche apocalypse. C'est exactement ça. Et l'astuce pour l'éviter est la suivante. Dès la sortie du four, on retourne le biscuit sur un torchon propre et humide. Et sans perdre une seconde, on l'enroule immédiatement avec le torchon. La recette appelle ça lui donner une mémoire de forme. Le biscuit refroidit enroulé et du coup, il ne se casse plus quand on le déroule pour le garnir. C'est brillant. C'est le genre de détail qui peut sauver un réveillon. La recette est très complète avec le biscuit, cacao, la ganache au chocolat et même la crème au beurre qu'on travaille à la fourchette pour... Pour imiter l'écorce du bois. Finalement, on revient à notre tendance du trompe-l'œil. Mais oui, c'est vrai. Et ce qui est fou, c'est que la même source nous révèle l'origine de cette tradition. Avant d'être un gâteau, c'était une vraie bûche de bois. Je n'en reviens pas. Oui, c'est une tradition qui remonte à des rites païens célébrant le solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année. La coutume voulait qu'on choisisse une très grosse bûche, si possible d'un arbre fruitier, pour garantir une bonne récolte. Et on la faisait brûler dans... On la faisait brûler dans l'âtre le plus longtemps possible, parfois plusieurs jours. Ces cendres étaient ensuite conservées car on leur prêtait des vertus protectrices pour la maison et les récoltes. Donc avant de se battre pour la dernière part du gâteau, nos ancêtres se battaient pour que le feu ne s'éteigne pas. Ça donne une autre dimension au dessert. Je ne verrai plus jamais une bûche de la même manière. Et ça s'est transformé quand ? À la fin du 19e siècle, avec l'arrivée des poêles en fonte, les grandes cheminées ont commencé à disparaître. La tradition s'est perdue et un pâtissier parisien aurait eu l'idée de génie de créer ce gâteau en trompe-l'œil pour la faire perdurer symboliquement. Le dessert était né. C'est une histoire de réinvention incroyable. Et pour accompagner tout ce repas, de l'entrée à la bûche, il faut bien boire quelque chose. Notre carte des vins propose des accords assez classiques. Oui, des valeurs sûres, un chablis bien minéral pour les huîtres, un vin blanc moelleux comme un pinot gris d'Alsace pour tenir tête au foie gras,
et un Bourgogne Pinot Noir pour accompagner une volaille comme le chapon. Ça fonctionne toujours. Mais là encore, une autre tendance vient bousculer un peu la table. L'article de Cisco identifie un mouvement de fond, la sobriété. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, à table, il y a de plus en plus souvent des convives qui ne boivent pas d'alcool. Et on ne peut plus se contenter de leur proposer de l'eau ou un soda. Exactement. Et la recherche d'alternatives élégantes est de plus en plus forte. La source mentionne par exemple les accords avec des thés, qui ont une complexité aromatique incroyable. On peut imaginer un thé matcha, un rooibos ou même le thé féerie de Noël bio qui est cité avec ses notes d'épices. Ce sont de vraies propositions. Et j'ai vu une dernière suggestion, très réconfortante, dans la recette de la bûche. Pour l'accompagner, elle propose un chocolat chaud maison bien intense. C'est une idée formidable. L'accord est parfait, ton sur ton, avec le cacao. C'est chaleureux, c'est généreux, ça conclut le repas sur une note de douceur absolue. Alors, quand on regarde tout ça, l'image qui se dessine pour un menu de fête réussi en 2025, c'est celle d'un grand écart maîtrisé. Un repas qui arrive à concilier la chaleur d'un plat traditionnel et la fraîcheur d'une entrée végétale. Tout en étant attentif aux choix de chacun, c'est tout à fait ça. Les sources qu'on a explorées dessinent une très belle évolution de la cuisine festive. Elle devient moins un exercice imposé et plus un terrain d'expression personnelle. La créativité et le partage prennent le pas sur les conventions. Voilà, exactement. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. Toutes ces sources nous montrent comment on peut adapter, tordre ou même réinventer les traditions. Au fond, au-delà du menu lui-même, la véritable tradition des fêtes n'est-elle pas simplement l'acte de créer et de partager un moment spécial, peu importe ce qu'il y a dans l'assiette? La vraie tradition, ce n'est peut-être pas la recette, mais l'intention.